France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Un poème en précède toujours un autre, comme une route précède sur son chemin la croisée de quelque autre. Nel mezzo del cammin di nostra vita, disait Dante. À la croisée des chemins, faut-il emprunter le chemin non emprunté encore et encore. The Road Not Taken de Robert Frost, avant l'arrière-pays d'Yves Bonnefoy. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim. Le chemin que l'on n'a pas pris au carrefour ne conduisait pas à un pays autre, dit Yves Bonnefoy. Là-bas, ça aurait été les mêmes horizons qu'ici, les mêmes seuils et les mêmes hommes, au mieux quelques variantes, sans grand relief, au sein d'un unique réel. Et pourtant, il est des esprits que cette occasion illusoire ne cessera de hanter. Ils croient côtoyer un arrière-pays, qu'un carrefour nouveau, le hasard aidant cette fois, ou grâce à un signe, soudain compris, ils pourront peut-être rejoindre. Mais il y a du nouveau depuis les planches courbes, c'était en 2001, depuis l'arrière-pays, c'était en 2003, et c'est l'actualité que nous présentait minutieusement Alain Weinstein en décembre 2005, celle des publications, celle de la méditation d'Yves Bonnefoy. Surpris par la nuit. Alain Weinstein, bonsoir. Une soirée avec Yves Bonnefoy. Et je repars. Et c'est sur un chemin qui monte et tourne, bruyère, dune, au-dessus d'un bruit encore invisible, avec parfois le bien furtif du chardon bleu des sables. Ici, le temps se creuse. C'est déjà l'eau éternelle à bouger dans l'écume. Je suis bientôt à 2 pas du rivage. Et je vois qu'un navire attend au large, noir, tel un candélabre à nombre de branches, qu'enveloppent des flammes et des fumées. Qu'allons-nous faire, crie-t-on, de toutes parts? Ne faut-il pas aider ceux qui, là-bas, nous demandent rivage? Oui, clame l'ombre, et je vois des nageurs qui, dans la nuit, se portent vers le navire, soutenant d'une main, au-dessus de l'eau agitée, des lampes aux longues banderoles de couleurs. La beauté même, en son lieu de naissance, quand elle n'est encore que vérité. Beauté et vérité, mais ces hautes vagues sur ces cris qui s'obstinent. Comment garder audible l'espérance dans le tumulte
Comment faire pour que vieillir, ce soit renaître, pour que la maison s'ouvre de l'intérieur, pour que ce ne soit pas que la mort qui pousse dehors celui qui demandait un lieu natal. Je comprends maintenant que ce fut Cérès qui me parut de nuit chercher refuge quand on frappait à la porte, et dehors c'était d'un coup sa beauté, sa lumière, et son désir aussi, son besoin de boire avidement au bol de l'espérance, parce qu'était perdu, mais retrouvable peut-être, cet enfant qu'elle n'avait su, elle, pourtant divine et riche de soi, soulevée dans la flamme des jeunes blés, pour qu'il ait rire dans l'évidence qui fait vivre avant la convoitise du Dieu des morts. Et pitié pour Cérès, et non moquerie. Rendez-vous à des carrefours dans la nuit profonde. Cris d'appel au travers des mots, même sans réponse. Paroles même obscures, mais qui puissent aimer enfin Cérès qui cherche et souffre. Yves Bonnefoy, un extrait de son dernier livre de poèmes, Les planches courbes, enregistré en 2001. À minuit, dans Du jour au lendemain, nous diffuserons une lecture plus récente. Elle a eu lieu le 25 octobre 2005 à la Maison de l'Amérique latine pour accompagner la présentation d'une publication de l'Association pour la diffusion de la pensée française du ministère des Affaires étrangères avec une étude de Patrick Ney. Et jeudi, ce ne sera plus la dernière en date, car Yves Bonnefoy sera présent à Reims au festival À scène ouverte, qu'il inaugurera à la Comédie à 19h par une lecture publique. Né en 1923, Yves Bonnefoy occupe la scène, et pas seulement celle de la Comédie de Reims, sans tarissement ni éclipse. Patrick Ney le note dans la brochure précitée. Non seulement sa puissance de créativité reste intacte, mais elle est renouvelée dans la profondeur, avec toujours la même recherche d'une plénitude, le même souci de donner aux mots l'intensité et l'éclat qui les font resplendir dans les poèmes, les récits, les études et les traductions. Dans l'actualité, des inédits, des rééditions et des essais sur l'œuvre d'Yves Bonnefoy. Celui de Patrick Ney, par exemple, qui constitue une excellente introduction à la lecture de ses écrits, avec une étude, une iconographie, une chronologie et une bibliographie. En attendant deux autres livres qui sont annoncés, Yves Bonnefoy, Penseur de l'image, ou les travaux de Zeuxis, et Zeuxis, auto-analyste, inconscient et création, chez Yves Bonnefoy. Aux éditions Champvallon, Yves Bonnefoy, Lumière et nuit des images, un collectif sous la direction de Muriel Gangbin, avec des entretiens inédits et un important ensemble de textes d'Yves Bonnefoy, inédits ou introuvables, regroupés sous le titre Ut Pictura Poesis, peinture, poésie, même combat. D'Arnaud Books, chez Galilée, Yves Bonnefoy à l'horizon du surréalisme, précédé de Le Carrefour de l'image,
un inédit qui permet à Bonnefoy, à partir de la thèse de Books, de revenir sur son expérience du surréalisme. Aux éditions Confluence, 19 sonnets de Pétrarque paraissent dans la traduction d'Yves Bonnefoy, la revue éponyme proposant dans son numéro 20 de nouvelles réflexions sur la traduction qui, pour l'auteur du mouvement et de l'immobilité de Douve, participe pleinement de son travail d'écrivain et de sa pratique de la poésie. Traduire pour lui, ce n'est pas seulement transporter des textes, et singulièrement des poèmes, d'une langue dans une autre, mais d'une poétique dans une autre. C'est s'efforcer de préserver la poétique dans le poème. L'oreille est donc l'un des instruments favoris du traducteur. Elle l'est également pour l'auteur des études qu'Yves Bonnefoy consacre à d'autres poètes en se mettant à l'écoute de leurs désirs, comme en témoigne la préface qu'il va donner en janvier à Nul ne s'égare, le 5e volume d'André Fresneau dans la collection Poésie Gallimard. Et c'est dans cette même collection que reparaît aujourd'hui L'arrière-pays, l'amorce des récits en rêve, augmentée d'une postface écrite à l'occasion de l'édition italienne du volume. Il en sera question, bien sûr, dans l'entretien qui va suivre, ainsi que de la préface qui ouvre le catalogue de l'exposition Mélancolie, génie et folie en Occident, qu'on peut voir à Paris en ce moment, au Grand Palais et jusqu'au 16 janvier. Autant de publications, vous allez le voir, qui n'épuisent en rien l'actualité d'Yves Bonnefoy. L'idée, Yves Bonnefoy, c'était de passer en revue l'actualité, c'est-à-dire les livres que vous avez publiés récemment, et puis aussi cette floraison d'études suscitées par votre œuvre. Mais je vois que je suis pas encore à jour, parce que en plus de ceux que j'ai cités, il y a ceux qui vont paraître prochainement, dans quelques semaines, en particulier un Goya, chez William Blake & Co. C'est vrai, c'est probablement en effet ce que j'ai fait de plus conséquent là dans les derniers mois et ce dont j'attends, si je puis dire, la publication avec le plus d'intérêt. Je dis cela parce que c'est quand on a sous les yeux le livre que l'on a écrit qu'on prend conscience de ce qu'il est. Littéralement, on découvre ce que l'on a dit, on apprend beaucoup. Et je dois dire que dans le cas présent, je ne suis pas sans appréhension parce que je me risque à parler d'un artiste, comme on dit, et qui est immense. Et la science que j'en ai n'est pas totale. Je verrai se regrouper de façon menaçante autour de moi, à distance, toutes sortes de spécialistes prêts à me taper sur les doigts parce qu'ils constateront que je n'ai pas parlé de certaines œuvres qui sont absolument essentielles. En fait, le point de départ de ce livre a été une invitation du musée du Prado à faire une conférence sur Goya dans un cycle sur ce peintre, et j'avais eu la chance de pouvoir choisir parmi les sujets proposés qui englobaient toute l'œuvre de Goya, la chance de pouvoir choisir les peintures noires, les pinturas negras, qui sont pour moi le sommet de cette œuvre. Et j'avais donc parlé de ces peintures, et puis ensuite j'avais éprouvé le besoin de remonter en amont dans l'existence de Goya vers ce qui avait bien pu provoquer cette invention extraordinaire, et puis aussi en aval, si l'on peut dire, vers sa mort, mesurer les conséquences de ce travail extraordinaire. Alors j'ai donc choisi de centrer
ma réflexion sur les peintures noires, mais cela m'a conduit à prendre conscience de 2 ou 3 tableaux qui me paraissent essentiels. Il n'est pas question d'en parler, bien sûr, maintenant, mais voilà la cause de mon souci. J'ai parlé de ces tableaux d'une manière qu'on dira totalement subjective, ne reflétant que les préoccupations, les catégories de pensée d'un auteur dont on dira qu'il est peut-être très loin de Goya lui-même. Ce n'est pas ce que je pense, mais je crains qu'il sera difficile de franchir la barrière, le mascaret là, des malentendus. Il y a un autre livre à venir, cette fois-ci en Italie, qui est en grande partie inédit. Mais on peut se demander quelquefois si vous n'êtes pas un poète italien. Ce n'est pas un livre de poésie. C'est un recueil d'essais que j'ai écrit à travers les années sur des peintres et des poètes italiens, et qui n'avait pas encore paru dans différents livres, car ceux qui étaient pris, par exemple, dans Rome 1630, paraissent autrement et ailleurs. Mais là, il y a une dizaine d'essais dont les plus anciens concernent Fra Angelico ou Piero della Francesca, et dont le plus récent, c'est un Leopardi ou un Tiepolo. Bien, alors pour cet ouvrage, j'ai écrit 2 essais qui sont donc en français non publié, l'un sur l'art italien dans son ensemble. J'ai essayé de comprendre une certaine dualité qui me paraît fondamentale dans la création italienne, dans l'imaginaire artistique des peintres et des architectes italiens. Et puis alors l'autre sur Piero della Francesca. C'est un peintre auquel je suis évidemment très attaché à travers les années. J'ai multiplié les allusions, ou parfois même quelques brèves remarques à son propos, mais je n'avais jamais parlé directement, spécifiquement, un peu longuement. Et cette fois-ci, j'ai essayé de le faire en prenant le problème de la flagellation du Christ, le grand tableau du musée de la Galerie des Marches à Urbino. Tableau qui a donné lieu à des interprétations sans nombre et que j'ai essayé de comprendre à ma manière en prenant l'énigme même du tableau comme le contenu du tableau, si je peux dire. J'ai pensé que Piero della Francesca avait développé une stratégie de l'énigme, c'est le titre que je donne à cet essai, l'énigme étant destinée à retarder la prise de conscience de l'œuvre, ce qui permet d'accéder à une plus grande et plus forte assimilation des données plastiques, couleurs et formes, ce qui déplace la vérité du théologique vers l'art. C'est de cela que je parle. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas là une problématique déjà amorcée dans l'arrière-pays dont on va parler tout à l'heure ? Oui, en effet, car Piero della Francesca était une des influences, un des orients qui réglait les mouvements de mon personnage à travers ce livre. Alors il y a donc vos propres textes, Yves Bonnefoy, et puis il y a toutes ces publications suscitées par vos livres, des actes de colloque par exemple, auxquels vous collaborez dans certains cas, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est sans doute le signe d'une reconnaissance qui s'étend d'ailleurs jusqu'à l'inscription
vos poèmes. J'ai vu ça au programme de français du baccalauréat. Mais sans jouer les troubles faits, comment réagissez-vous par rapport à tout ça, à toutes ces célébrations, ces colloques, ces thèses, ces expositions, ces études savantes, bref, cette sorte de consensus officiel, j'allais dire, qui risque de faire oublier que la poésie pour vous est avant tout rupture, dislocation, et que le poème justement commence par ce constat de rupture avec tous les discours habituels. Oui, certes, oui. Je dois vous dire que malgré tout, fondamentalement, je passe mon temps à travailler dans ma propre lancée. Et de ce fait, je suis très occupé. Et ce qui est écrit de cette façon, dans les circonstances que vous dites, ça se passe à une certaine distance. Je n'en ai pas, je dirais, une grande maîtrise. Disons que ça se passe un peu à côté, et en particulier en ce moment où, dans les classes de lycée, on va étudier, comme on dit, oui, quelques poèmes des planches courbes, mon dernier livre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suppose que il y aura pour beaucoup d'élèves une réaction d'indifférence, d'incompréhension, ou une assimilation de façon un peu détournée par la voie de la théorie critique ou de l'analyse conceptuelle, ce qui n'est pas certainement ce que je peux pour ma part souhaiter vraiment. Mais je pense aussi que la présence d'un livre de poésie dans une classe de lycée peut être l'occasion pour de temps en temps quelqu'un de prendre conscience du fait qu'une parole d'un autre type existe. Et pour lui, alors, ça peut être la chance de se trouver lui-même. Non pas de rencontrer cet auteur-là, mais de savoir qu'il y a en lui quelqu'un qui existe, avec lequel il peut établir des rapports plus intérieurs, plus sérieux qu'il n'imaginait que cela peut être possible. Alors, de ce point de vue-là, bon, j'espère qu'il y aura quelques présences dont je ne saurai jamais rien d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout évidemment ce que je souhaite. Je voudrais qu'ils soient eux-mêmes, et voilà. Comment ne pas se rappeler d'ailleurs que quand vous étiez vous-même lycéen, c'est un professeur qui vous a prêté une anthologie de poèmes surréalistes qui a ouvert en vous quelque chose de manière décisive. Absolument, et ça a beaucoup compté en effet dans ma vie. Étant donné que ce n'est évidemment pas le cas de tous les élèves, d'autres ont un champ d'expérience plus large, plus vaste, surtout aujourd'hui, où l'information circule beaucoup plus. Mais dans mon cas, le lycée était l'horizon à peu près complet de ma relation au monde de la culture et de la lecture, et la présence d'un professeur avec une connaissance de la poésie contemporaine, ça a été pour moi tout à fait important. D'ailleurs, beaucoup des études ou des entretiens qui paraissent en ce moment portent sur la genèse de l'œuvre et rappellent l'influence du surréalisme. Selon Patrick Ney, qui est l'auteur d'une belle étude publiée par le ministère des Affaires étrangères, cette influence, à plus d'un titre, a été décisive et elle est l'objet d'une réévaluation de votre part, favorisée par justement l'édition de textes de cette époque récemment, que vous avez publié chez Farago. Oui, chez Farago a paru un poème que j'avais écrit dans cette époque, disons, surréaliste, que j'avais gardé en manuscrit à travers les années. Et finalement, j'ai pensé que, puisqu'il existait, autant qu'il soit imprimé, et une petite édition vaguement critique en a été faite, et il existe là. Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre
le surréalisme au sérieux, malgré toutes les réserves que vous avez pu faire, par exemple sur la part faite à l'inconscient, à l'écriture automatique, etc. C'est ce que j'ai essayé de comprendre récemment en écrivant un avant-propos à la thèse d'Arnaud Bourques qui paraît et qui porte précisément sur les quelques écrits de cette époque surréaliste. Écrits qu'il essaye de comprendre d'un point de vue de pensée, de poétique, de théorie poétique, dont il a décidé du sens. Ce n'est pas sur ce plan-là que je l'ai suivi, ce n'était d'ailleurs pas l'occasion, mais réel, mais dans cette préface, j'ai essayé de comprendre pourquoi je m'étais intéressé à la poésie surréaliste. Et comment dire, je crois que ce qui m'a retenu à l'époque, bien sûr je ne m'en rendais pas compte, je n'avais pas les moyens conceptuels, disons, d'expliciter ce que je ressentais. Parce que là, on est entre 1946 et 1951. Voilà, c'était dans ces années-là. Mais alors donc, ce qui m'a attiré dans la poésie surréaliste, c'était d'abord les images, ce flot d'images, cette grande vague d'images dont on a parlé et qui renversait à l'époque toutes les barrières. Bien. Et pourquoi l'image m'attirait-elle dans le surréalisme? C'est parce qu'elle me plaçait, disons, devant un choix. D'une part, ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des métonymies, ce sont des sortes d'agrégats de mots dans lesquels on aperçoit comment on peut dire, des aperçus d'une réalité inconnu, irréel, ce que d'ailleurs les surréalistes appelaient le surréel. Eh bien, apercevant ces éclats de réalité autre, je me sentais placé devant un choix. Soit je considérais que ce que ces impossibilités avaient précisément d'impossible était une critique du langage, une critique des catégories avec lesquelles le langage nous fait connaître le monde, et c'était du coup une déconstruction de notre lecture habituelle du monde. Cela me plaçait devant une unité au-delà, un indéfait du monde au-delà, une présence dans l'être qui pouvait être comme le recentrement de ce que j'étais, de ce que je désirais, et cela en somme, l'expérience vraiment poétique. Mais, en revanche, il y a une autre manière de lire l'image surréaliste. C'était celle d'ailleurs que les surréalistes eux-mêmes revendiquaient. Elle consistait à dire que, mais du moment que le langage l'avait dit, c'était vrai. Et dans ces conditions, si on peut parler du soleil cette nuit, c'est qu'il y a un monde où il y a du soleil en plein milieu de la nuit, sans que pour autant ce soit un soleil de minuit, mais un soleil tissé à la matière même de la nuit. Donc, la proposition d'une réalité véritablement réelle, si l'on peut dire, et autre. Et du coup, si on se laisse prendre à cette rêverie, on est en présence d'entités qui sont à la fois réelles et non réelles, qui ont quelque chose du démoniaque et qui nous donnent de la réalité comme nous l'avons ici même, une interprétation nocive. Les choses se referment sur elles-mêmes, la moindre chose se hérisse dans son extériorité qui fait masse, et du coup, cette unité que dans l'autre perspective on aperçoit est désagrégée, on se retrouve dans un monde de l'exil, de la mort. Tentation qu'on éprouve. Et alors, si on écrit avec des images de cette sorte, où les deux possibilités existent côte à côte, on a peut-être la chance de savoir ce qui se passe en soi-même, tout simplement en écrivant.
d'où la perspective d'une connaissance de soi par l'intermédiaire de l'écriture, comme le surréaliste demandait qu'on s'y risque, vous voyez. Encore une fois, je ne savais pas trop ce que je voulais ni faisais, mais je pense rétroactivement que c'était ça mon véritable souci. Mais vous êtes rendu compte assez vite que les moyens étaient pris pour la fin. Dans le surréalisme. Oui, sans doute. Encore fallait-il comprendre quelle était la fin véritable que André Breton, par exemple, avait en esprit. Mais ce que vous avez perçu très tôt, c'est la place faite à l'esthétique. Et là, on est au centre d'un questionnement que vous avez toujours dans tous vos livres, on peut dire maintenu, entre la poétique et l'esthétique, en donnant la prépondérance, évidemment, dans votre cas, à la poétique, ce qui n'était pas le cas du surréalisme. Oui, je n'apprécie pas les créations littéraires qui tendent à nous apporter un bel objet de langage, un objet verbal qui satisferait à des critères d'une beauté qui serait donc extérieure. Je pense que la poésie, c'est une expérience de soi-même, une connaissance de soi à travers l'écriture, un appel au langage, en ce qu'il a en lui de transcendant à notre situation personnelle, pour qu'il mette celle-ci en mouvement, pour qu'il nous permette de nous mieux connaître. Le poème est une expérience, il devient objet d'intérêt pour les autres parce que nous nous ressemblons tous, c'est bien que l'expérience personnelle est très souvent l'expérience de l'autre, et l'autre, vous lisant, va mettre à la place de vos signifiants les siens, à la place de vos signifiés son expérience à lui. Et dans ces conditions, on peut communiquer, mais c'est à ce plan-là que j'imagine la lecture, non pas comme une consommation d'un bel objet artistique. Donc le sens est sans cesse remis en question. Le sens étant précisément ce qui se cherche. Quand on commence à écrire, Dieu sait que nous ne savons pas où nous allons. Il y a un vers de vous d'ailleurs très beau qui est postérieur à cette période surréaliste qu'on cite souvent, l'imperfection est la cime. L'imperfection est la cime, oui, et j'assume cette formule dans la mesure où l'art, l'esthétique, c'est ce qui, au contraire, place la cime dans une supposée perfection. Peut-être qu'on peut relire l'ensemble de vos livres, Yves Bonnefoy, à la lumière d'un autre texte qui est également dans l'actualité, un texte de vous cette fois, c'est pas une étude, c'est la préface que vous avez donnée pour l'exposition Mélancolie, génie et folie en Occident, conçue par Jean Clair, et qui est présenté actuellement à Paris au Grand Palais. Alors, vous avez complété un peu le titre de l'exposition en intitulant votre texte « La mélancolie, la folie, le génie, la poésie ». Et ce texte m'a paru, en effet, constituer une introduction possible à la lecture de vos livres. Quand on parle de mélancolie, de génie, de folie, on ne parle pas de la même chose, mais d'un événement unique qui a trait à la relation de l'être parlant avec le monde, qui se résout par une fracture que vous n'avez d'ailleurs jamais cessé de dénoncer dès vos premiers essais, entre ce qui existe
et ce que vous appelez la pensée conceptuelle, qui veut ainsi le représenter. Cette fracture, vous appelez ça d'ailleurs le malheur. Oui, j'étais intéressé par ce grand projet d'une exposition sur la mélancolie, car ce que l'on appelle ainsi la mélancolie est très proche de la poésie. C'en est en quelque sorte l'ennemi intime, ce dont elle doit triompher, la poésie, pour être elle-même. En effet, tout ce que j'ai pu essayer de penser à propos de la poésie, dont je crois qu'on peut dire des choses précises, non subjectives, tout ce que j'ai pu essayer de penser revient à considérer que la parole que nous employons a une fatalité de conceptualiser son rapport au monde, autrement dit de choisir dans l'objet des aspects qui ne sont pas la totalité de cet objet, mais simplement donc une de ses faces, et avec cet aspect, et avec d'autres aspects, d'autres choses, d'articuler une représentation du monde qui, de proche en proche, peut tout recouvrir, sans pour autant pénétrer l'intériorité du réel, et en particulier du réel en tant qu'existence, là où nous sommes nous-mêmes à vivre notre finitude dans le temps. Et sous le signe du lieu. Le concept ne sait pas le temps mortel, et il ne sait pas le lieu, le hic et nunc de la vie. Dans ces conditions, parler nous met tout de suite dans cette situation d'être les captifs d'une image du monde, et privés d'un rapport intime avec cet indéfait du réel qui est le même que le nôtre et avec lequel nous devrions pourtant gérer notre difficulté à chacun. Alors, qu'est-ce que la mélancolie dans cette situation-là? Eh bien, c'est la manière d'être de quelqu'un qui, de cette image du monde dont nous sommes les prisonniers, tente de faire quelque chose de beau, de satisfaisant, par élimination de certains aspects, par reconstruction de beaucoup d'autres, et sait que ce n'est qu'une image, c'est que elle sera donc privée de soi, privée du véritable réel, et pourtant se complaît à cette image, et dans une situation d'acceptation et de refus, éprouve par une sorte de paresse existentielle profonde le besoin de se maintenir dans cette ambiguïté. Et cela, c'est un peu comme si se dévitalisait l'arbre même que nous sommes, le rapport à soi, le vrai rapport qui nous jette dans notre existence, qui nous jette vers autrui, dans des sentiments réels, cela s'éteint. Et la poésie, c'est le ressaisissement par lequel, tentés que nous sommes tous par les belles images que nous substituons à la réalité, eh bien, quand même, refuse. Et c'est se remettre en mouvement, marcher à nouveau. Et la mélancolie est donc, c'est ce que j'essayais de dire, l'ennemi de la poésie. Les poètes seront des mélancoliques, si vous voulez, mais au positif, refusant de se laisser prendre au piège de leurs propres rêves. C'est le refus de la finitude. La mélancolie est le refus de la finitude. De la réalité rugueuse. Oui, c'est ça, la mélancolie. À étreindre. Est à la fois un savoir de la finitude et le refus de ce savoir. Et la poésie, elle, au contraire, c'est ce qu'il doit assumer, comme dit Rimbaud dans les pages ultimes d'une saison en enfer. Il dit que la folie rôde. Pas étonnant, parce que c'est la porte ouverte au fantasme. Voilà, c'est ça. La mélancolie. Une espérance, dites-vous, à la fois toujours renaissante et sans fin déçue. Et on entend aussi comme un écho du titre de votre premier livre de poésie, du mouvement et de l'immobilité de Douve.
Oui, je dirais que la poésie est une remise en mouvement de ce dont la mélancolie fait une immobilité. Ceci étant, dans cette exposition de la mélancolie, qui est très belle et qui rassemble des œuvres de très grande qualité, il y a des questions qui se posent sur le fait même de la mélancolie, car il y a beaucoup d'œuvres qui, à mes yeux, ne sont pas représentatives de la mélancolie. On entre dans l'exposition et on est tout de suite en présence d'un Saint Jean qui déplore la mort de son Dieu. Et il est dans une position qu'on peut dire mélancolique. En tout cas, elle sera imitée plus tard par tous ceux qui voudront traiter en peinture de la mélancolie. Mais il n'est pas mélancolique. Il est tout simplement malheureux de voir mourir le Christ. Et s'il est un croyant, il est porté de façon comme verticale par une foi qui transcende toutes les hésitations, toutes les ambiguïtés du mélancolique. C'est donc tout à fait même le contraire de la mélancolie. La souffrance, le deuil, le chagrin ne sont pas nécessairement des formes de mélancolie, bien sûr. Mais ce qui est posé avec la question de la mélancolie, telle que vous la formulez dans cette préface au catalogue de l'exposition, c'est aussi cette question qui est évidemment centrale dans tous vos essais, la question de l'image. La mélancolie, c'est d'aimer une image du monde. Voilà, la mélancolie, c'est aimer les images, idolâtrer une image. Tu n'es qu'une image. Et quand Baudelaire parle du culte des images, eh bien, il cède à sa pente mélancolique. Mais quand il écrit les phares, on voit que tous les grands esprits auxquels il s'attache dans ce magnifique poème sont ceux qui se refusent à cet emprisonnement dans l'image, qui se tournent vers plus que ce qu'ils pourraient gérer en paix avec leur art, justement. Avec l'image, on croit qu'on a tout, et en fait, on n'a rien. Oui, c'est ça. Et là, ça nous rappelle l'épitaphe. Ça me rappelle en effet une formule que j'avais placée en exergue dans de mes livres anciens. Oui. Tu veux un monde? Tu veux un monde dit Diotima, c'est pourquoi tu as tout et tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc rien sauf un mirage. Voilà. Mais... Une illusion et un mirage, une illusion, ça peut donner du plaisir. Oui, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la société humaine? C'est le partage de certaines grandes illusions fondamentales que nous décidons en commun qui seront le réel. Après tout, il n'y a rien d'autre que des mirages. Encore faut-il se mettre d'accord entre nous sur ceux avec lesquels on peut faire fructifier au maximum les grands désirs, les grands besoins simples de l'être humain. D'autant que je crois que ce qu'il y a de fondamental dans l'être humain n'est pas l'ennemi des autres êtres humains. C'est pas sûr qu'on le pense aujourd'hui. Mais enfin. Est-ce que vous placez la peinture dans son ensemble et peut-être même la musique du côté des mirages? Ni plus ni moins que l'écriture poétique ou quoi que ce soit de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand nous vivons, tout simplement, quand nous parlons, nous sommes déjà dans une construction, une reconstruction du monde comme image. Nous avons chacun, sans être pour autant des écrivains, notre langue personnelle, notre monde-image à chacun, et dans ces conditions, nous sommes des artistes ou nous sommes des poètes selon notre choix instinctif, fondamental. Et il y a des façons de vivre dans la société la plus ordinaire que l'on peut dire poétique et d'autres que l'on pourra dire artistique. Et évidemment, en peinture, on retrouve cela. On a beaucoup comparé la poésie et la peinture, mais il faut bien voir que dans cette comparaison agissent des intérêts qui cherchent à faire valoir le monde de l'image ou l'intuition poétique. Quand Horace écrivait dans son art poétique Ut pictora poesis, la poésie et la peinture, même combat, si l'on peut dire, eh bien ce qu'il voulait, lui, tout au moins on peut le penser, c'est faire valoir dans l'art du peintre
la construction des images, précisément, dans la mesure où il était le représentant d'une conscience du monde conceptualisée qui avait la militance du concept comme finalité propre. Simplement, dans ces images, qui étaient donc mimétiques, car le concept permet d'imiter l'extériorité, permet d'imiter l'apparence des êtres, donc se mettent en place de véritables photographies, si l'on peut dire, déjà, du monde. Dans cette représentation-là, le sens de l'unité, prenant souvent appui sur la religion, pouvait faire apparaître de façon indirecte, mais saisissante tout de même, ce qui dépassait le conceptuel et qui redevenait donc du poétique au sein même de la peinture. Et à travers l'histoire de l'Occident, on voit que cette ambiguïté, cette concurrence, cette dispute entre représentation et présence a pris des formes souvent extrêmement marquées. Horace écrivait dans une époque de conceptuel, de rationaliste. Bientôt, avec l'art de l'époque de Constantin, on voit apparaître des représentations presque directes d'une présence épiphanique qui balaye tout ce théâtre du conceptuel. Et puis dans la peinture romane, ou dans l'art byzantin, ou dans les formes directes ou indirectes de la poétique des icônes, l'un des faits se marque au sein du monde de la représentation, quitte à ce que tout se renverse dans l'autre sens. Et on a aussi des époques d'admirable ambiguïté où, au XVIIe siècle, représentation et présence dialoguent à l'intérieur de chaque objet, se soutiennent l'un l'autre, constituant une grande poésie. Bon, nous en sommes toujours à vivre ces rapports, en somme, de contestation et de soutien réciproque à la fois entre poésie et peinture. Mais il y a poésie, à vos yeux, quand il y a ressaisissement. Alors, en peinture aussi, la poésie est une forme de ressaisissement. Giacometti, en plein milieu d'un monde surréaliste d'images chevauchant d'autres images à l'infini, opère le ressaisissement d'une présence presque à l'état pur, rompant avec le monde de l'imaginaire. Il se met en présence d'autrui comme d'une apparition où ce qui compte, c'est l'un qui se délègue dans cette personne. Donc, pour reprendre vos termes, pour qu'il y ait poésie, il faut qu'il y ait acceptation de la finitude et refus du concept. Sauf que tout est ambiguïté. Il serait utopique d'imaginer que la poésie accomplisse ce vœu de transgression du conceptuel dans l'écriture. Nous parlons, nous sommes des êtres conceptuels jusqu'au fond, au tréfonds de nous-mêmes, et la poésie ne peut jamais faire mieux que tenter ce ressaisissement et du coup désigner une direction dans laquelle elle ne peut pas véritablement s'engager. Et alors dans cette ambiguïté, ce qu'il y a d'artistique, ce qu'il y a d'image dans son travail, dans son écriture, compte, fait partie d'elle. C'est là qu'on va rencontrer l'indication qu'elle donne et qu'elle ne peut pas porter à terme. Et cette substance du poème, bon, c'est quand même ce qui constitue la beauté, oui, de certaines œuvres. Parce que la poésie est prise elle-même dans toute une dialectique de renoncement et de ressaisissement. C'est ça. Du mouvement et de l'immobilité. Et chaque œuvre a cette dialectique en son sein. Et la vie d'un poète, c'est de chercher à, en quelque sorte, garder le contact avec ces événements qui peuvent varier dans leur priorité selon les circonstances de la vie.
Et justement, dans votre préface à cette exposition sur la mélancolie, Yves Bonnefoy, vous dites que la poésie, c'est le refus de la mélancolie, un refus sans cesse oublié, mais sans cesse réaffirmé. Et dans ce sens-là, le sort de la poésie est différent de celui de l'art. L'art a une fonction extraordinaire qui est de permettre à la poésie de prendre conscience de soi. C'est en voyant la douleur de l'artiste à craindre qu'il n'est qu'un artiste que la poésie peut se sentir encouragée à faire valoir sa question, sa revendication. Dans ce livre sur Goya que je viens d'écrire, je me hasarde à dire qu'après avoir peint les peintures noires, qui sont destinées, selon moi, à détruire le monde de la représentation, à faire apparaître des pulsions, des effrois, des sensations totalement primaires, après avoir, en quelque sorte, véritablement rompu avec l'art, Goya commence à penser qu'en fait, il n'est toujours qu'un artiste, dans la mesure où même dans ce nivellement de la figuration demeurent des formes d'expression qui lui sont désespérément à jamais personnelles. Et je fais l'hypothèse qu'il ferme cette maison, la Quinta del Sordo, où il avait peint pendant quelques saisons ses peintures. Il la ferme, il s'en va, il quitte non seulement Madrid, mais l'Espagne. Il va vivre à Bordeaux, inconnu, sans savoir un mot de français, par inquiétude, précisément, de n'avoir été qu'un artiste. Mais c'est précisément dans cette inquiétude que nous pouvons prendre mesure de l'exigence qui est active, et en lui, et en d'autres, et cette exigence qu'il craint de ne pas être en mesure de faire sienne, en fait, nous la trouvons très présente, ici, là, partout, dans son œuvre, dans celle d'autres. L'art est une manière, pour nous, de déchiffrer en quoi il est plus que l'art qu'il croit être, si je peux dire. Donc il ne faut absolument rien rejeter, rien mépriser. Aucune œuvre ne mérite d'être traitée simplement de l'esthétique. Ça n'existe pas. Il y a toujours une vie, une exigence derrière, sauf dans ce qu'on pourrait appeler du coup, non pas l'art, mais le commerce, bien entendu. Ça existe aussi, et beaucoup. C'est quand l'art n'est pas dans l'art. Voilà. Mais quant à la poésie, elle n'est pas forcément dans l'écriture. Non plus, bien sûr. Elle est d'abord peut-être dans la lecture de soi. Mais l'écriture est une façon de se lire. Pour déchiffrer qui l'on est, il faut avoir rendu aux mots leur capacité de se mettre en rapport les uns avec les autres. Et il faut donc les avoir incités à un peu de risque dans leurs relations réciproques. L'écriture est là pour secouer les mots, si on peut dire, afin qu'ils nous permettent de nous mieux connaître. Dans l'actualité, Yves Bonnefoy, chez Champvallon, les actes d'un colloque. Également, un colloque intitulé Yves Bonnefoy, Lumière et nuit des images, qui a été dirigé par Muriel Gangbin. Il y a une vingtaine de contributeurs qui se penchent sur l'image dans votre réflexion et dans vos écrits en général.
à travers tous ses aspects d'ailleurs, aussi bien littéraires que poétique, plastique, musical, architectural, même. L'image, c'est vrai, est centrale dans votre recherche. D'ailleurs, on se souvient que votre leçon inaugurale au Collège de France, en 1981, était intitulée « La présence et l'image ». Mais en même temps, l'ambivalence de l'image est totale. Elle ouvre au leurre, pour employer un autre de vos mots, aussi bien qu'à la présence. L'homme a besoin d'images, dites-vous, mais ailleurs, dans un autre texte, vous voyez dans l'image de la boue, de l'incohérence, de la cendre, justement parce qu'elle méconnaîtrait la finitude de ce dont elle est l'image. Mais ça ne nous empêche pas de l'interroger, l'image, de l'interroger encore et encore, parce qu'elle a en elle en même temps la possibilité de devenir une expérience de la plénitude du réel, aussi bien que de sa vanité. L'image est souvent, pour nous, l'occasion de faire apparaître ce que nous aimons. Et ce que nous aimons, c'est à partir d'un sentiment qui, lui, s'inscrit dans notre finitude et préparé, orienté, consolidé par le sentiment que nous avons de notre durée limitée, de notre lieu étroit. Dans cette mesure, au sein même des images, s'inscrivent des actes qui, en nous, sont des faits de la finitude, et cela apparaît d'une certaine manière. Ça apparaît d'une façon non analysable. Il n'y a pas de méthode pour faire exister un sentiment sur un visage dans un tableau, mais quelque chose de mystérieux, c'est là que repose le mystère de la peinture, disons, quelque chose donc de mystérieux, permet dans l'image même comme une sorte de reflet de ce réel fondamental que pour ma part j'identifie en effet avec notre finitude. Alors ce qui est intéressant dans ce volume de Chant-Vallon, outre les contributions qui se penchent de manière extrêmement fine sur l'image dans vos écrits, c'est que il y a une centaine de pages en fait, à la fois de textes de vous qui ont parfois paru mais de manière assez confidentielle, et aussi dans des entretiens. Il y a un entretien avec Mathieu Hilfiger et Nathalie Lafont sur votre rapport au livre, et un autre avec Muriel Gangbin sur l'image et les images. Et l'ensemble de vos textes est rassemblé d'ailleurs sous le vers d'Horace que vous citiez tout à l'heure, Ut pictura poesis, c'est-à-dire que vous traduisez par peinture, poésie, même combat. Alors, ce texte-là, c'est une conférence que vous avez prononcée à Paris 4 en 96, et qui aborde une question qui vous occupe aussi depuis pas mal de temps, parce que c'est une question compliquée qu'on ne peut pas résoudre en un seul texte, qui est double, qui est celle de la peinture et de l'image. Et votre réflexion sur l'art tient presque autant de place, en fait, dans vos écrits que le questionnement sur la poésie. Probablement même davantage, étant donné que, par exemple, Giacometti ou quelques peintres italiens m'ont demandé beaucoup de place dans mes pages pour apparaître. Et Goya aujourd'hui. Et Goya également. C'est-à-dire que pour comprendre la poésie, vous devez vous interroger aussi sur la relation que vous avez avec la peinture. C'est vrai pour moi. Je suppose que ce n'est certainement pas ce que on doit nécessairement faire pour comprendre la poésie. D'autres formes de l'activité humaine, la politique par exemple, pourraient
permettre aussi de s'approcher de l'essence du poétique. Pour moi, la peinture a été, dès le début, quelque chose d'essentiel, précisément parce que dans mon petit monde d'enfance, qui était pauvre, il n'y avait pas d'image, ou presque pas. Il y avait 2 ou 3 chromolithographies, rien d'autre, pas l'art comme les musées nous l'offrent, pas les journaux ou magazines dans lesquels nous voyons aujourd'hui abondance d'images, non, simplement 3 ou 4 plans fixes, si l'on peut dire. Et alors du coup, quand on n'a que cela sous les yeux, on investit énormément. Et du coup, c'est l'image comme telle qui se voit capable de porter de grands investissements. Je pense que c'est à ce niveau très originel que s'est enraciné mon intérêt pour les images. Mais dans ce texte-là que je viens de citer, c'est d'un point de vue historique que vous posez le problème poésie et peinture. J'ai essayé, mais je ne prétends pas dominer cette question. Il y a certainement un grand livre à écrire, mais avec une science que je n'ai pas, sur la relation à travers l'histoire de pictura et de poécisme. Mais j'ai vu que à la fin de votre entretien avec Muriel Ganbin, vous ouvriez un vaste programme qui serait de rapatrier la pensée de l'art dans celle de l'existence. C'est un programme pour l'existence de chaque personne. Et un programme politique. Oui. D'ailleurs, un autre texte qui est la reprise d'un texte que vous aviez donné au bulletin de l'INHA, l'Institut National de l'Histoire de l'Art, cette année, vous faites un constat qui est plus politique que poétique. Il fait nuit dans l'histoire, hein, ce sont vos termes, et vous ajoutez même, on est tenté de conclure que mieux vaudrait qu'elle cesse avant de faire montre de pire encore. Oui, nous avons des moments de pessimisme. J'y cède aussi, parfois. Bien que pour moi, la poésie soit fondamentalement espérance, besoin de recentrer, de bouger, d'aller en avant, de dénier la mélancolie, comme je disais tout à l'heure. Et donc, en effet, fondamentalement un espoir, il y a aussi des jours où l'état du monde apparaît si catastrophique qu'on se laisse aller à cette inquiétude. Et là, alors, pour retrouver confiance, il faut s'appuyer sur ce que vous appelez le grand art. Hein, et vous citez Vermeer, Baudelaire, Poussin, Kafka, qui transcendent les péripéties de l'histoire. J'avoue que ça m'a étonné de vous voir citer Kafka, parce que c'est pas souvent que vous le citez. Oui, mais Kafka, pour moi, appartient en effet à ce grand sérieux par lequel l'écriture mobilise ses pouvoirs, convoque le langage pour rencontrer ce qui est fondamental dans la condition humaine. Il n'y a pas d'écrivain plus averti de la finitude et des énigmes qui enveloppent la finitude dans la parole que Kafka. Non, j'ai toujours été un grand lecteur, un grand admirateur de Kafka. C'est un des très rares Européens du XXe siècle que je lise vraiment. Est-ce qu'il y a des auteurs comme Kafka sur qui vous n'avez pas beaucoup écrit ou pas du tout écrit et sur qui aujourd'hui vous aimeriez travailler? Du XXe siècle. Oui, un grand poète méconnu, Marcel Proust. Mais je ne suis pas capable d'embrasser le problème que Proust pose à la poésie et à partir de la poésie. Mais lui aussi est un grand poète.
disais alors, Yves Bonnefoy, dans ce volume de Champvallon, il y a aussi des entretiens que vous avez donnés. Il y en a un qui peut étonner, c'est celui avec Mathieu Elfigère et Natacha Lafont, parce que il n'y a pas de questions, c'est un entretien sans questions. Vous répondez comme s'il n'y avait eu qu'une seule question, finalement, celle du rapport que vous entretenez avec le livre comme tel. D'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, dans l'entretien suivant avec Muriel Gangbin, vous dites votre intérêt pour ce que vous appelez l'écrit parlé, c'est-à-dire la réponse écrite, mais tout de même parlée, à des questions qu'on vous pose. Oui, c'est une question qui vient à l'esprit quand on parle avec vous, comme cela précisément. Alors là, c'est du parler. Et il est certain que, à travers les années, j'ai constaté qu'on était plus intelligent, on aboutissait plus rapidement à sa véritable pensée si on prenait la plume, sans pour autant se donner les règles d'exhaustivité et d'approfondissement et de cohérence d'un véritable essai, si tout de même on écrivait au lieu de parler. Là, nous parlons, mais beaucoup de choses que je voudrais vous dire m'échappent, j'y pense avec un peu de retard. Si nous étions en train de rédiger notre conversation, eh bien, ayant oublié de dire quelque chose, je reviendrai sur lui, grâce à la magie de notre clavier d'ordinateur. Et ça pourrait être du parler, en un sens, du vrai parler, ce qui se délivrerait des pesanteurs de l'écrit systématique, se permettant la surprise, le retour en arrière, etc. Bon, alors, réciproquement, le parler que nous avons a au moins quand même un avantage, c'est que je ne sais pas où vous me convoquez, vos questions sont imprévues, tandis que par écrit, on anticipe davantage. Alors, dans cet entretien sur le livre, on n'est pas seulement surpris par l'absence de questions, mais aussi par votre absence de confiance peut-être dans le livre, dans la possibilité du livre qui bien souvent pour vous se présente comme un leurre. J'ai été très frappé par la critique platonicienne du livre. Platon n'aimait pas les livres. Il considérait que le livre dit toujours la même chose, impose un texte. On ne peut pas parler avec lui. Donc, il y a quelque chose de totalitaire dans l'essence même du livre. Évidemment, on peut lutter contre l'autorité d'un livre par un autre livre. Et la multiplication des livres dans la société démocratique est évidemment si on peut dire, la guérison de ce mal. Tout de même, il y avait chez Platon la valorisation du dialogue, de l'entretien, si l'on peut dire. Socrate parlait avec d'autres êtres dans cette ouverture où on peut s'arrêter, considérer la pensée de l'autre, repartir à nouveau. C'est dangereux, un livre. C'est-à-dire que c'est toujours l'histoire de la fin et des moyens. Un livre est un moyen, peut-être d'aller ailleurs. Il faut que le livre soit des moyens et rien d'autre. Dangereuses sont les sociétés qui valorisent trop certains livres. Le livre selon Mallarmé, par exemple, c'est une aberration pour vous. Je ne suis absolument pas Mallarmé, avec cette réserve que je ne comprends pas bien ce qu'il a voulu. Mais vous-même, comment avez-vous dépassé ce qu'on pourrait appeler le stade du mirage avec vos propres livres? Parce que tout de même, vous en avez écrit un certain nombre. Oui, c'est vrai. Mais précisément, la multiplication des livres, si on peut dire, démystifie le livre, fait que l'on s'établit dans la transition, dans le glissement, dans le passage de l'un à l'autre et finalement dans sa propre vie. Être l'auteur d'un seul livre, c'est en quelque sorte dénier l'existence en soi, substituer au vécu et au destin et au passage du temps et à la mort un objet qui est supposé exister comme tel.
multiplier les livres, c'est retrouver le lieu de la finitude. Dans l'entretien de Champvallon, vous semblez privilégier une catégorie de livres qui seraient les livres d'enquête, d'analyse, d'histoire, de la philosophie, de l'art, des religions. Vous dites « j'aime ces bibliothèques du grand savoir ». C'est-à-dire des bibliothèques d'études que vous fréquentez évidemment et que vous affectionnez particulièrement. Oui, parce que les ouvrages de réflexion philosophique ou historique ne prétendent pas à se refermer sur leur absolu à chacun. Ils cherchent dans une direction, mais ils sont ouverts au travail d'un autre chercheur et ils sont publiés dans ces collections dont je parle, où côte à côte se retrouvent des travaux qui sont faits pour en fait dialoguer les uns avec les autres. Cette sorte de livre déconstruit le prestige nocif que le livre peut vouloir assumer. L'actualité, Yves Bonnefoy, c'est aussi la réédition de l'arrière-pays dans la collection Poésie Gallimard. Et des rééditions de l'arrière-pays, il y en a pas mal. Il y a des versions reliées, brochées chez Skira, l'éditeur d'origine, où le livre a paru dans la collection Les Sentiers de la création de Gaëtan Picon en 1972. Il y a une version dans la collection Chant, une collection de poche. Vous avez repris le texte en ouverture d'un recueil de vos récits en rêve au Mercure de France. Et dans la collection Poésie Gallimard, il y a eu une première apparition revue et corrigée en 1992. Celle d'aujourd'hui est augmentée d'une postface que vous avez écrite à l'occasion de l'édition italienne de ce livre. Et pour vous, cette édition italienne n'était pas une édition de plus, car vous avez su, c'est ce que vous dites en tout cas dans la préface, dès le premier mot sur la page, que parmi vos interlocuteurs attendus, il n'y en avait pas de plus important à vos yeux que justement des lecteurs italiens. Oui, on écrit toujours avec en esprit quelqu'un à qui, en un sens, on parle. Quelqu'un, c'est-à-dire, ça peut être plusieurs personnes différentes. Mais en même temps, pour moi en tout cas, il y a toujours ce sentiment que ce que je suis en train de dire peut être entendu par tel ou tel qui m'objectera ceci ou cela. Et dans le cas de l'arrière-pays, bien sûr que ces interlocuteurs en puissance sont assez naturellement dans mon vœu des Italiens, puisque presque tout de ce livre est déterminé par le sol italien, par la peinture ou l'art de l'Italie, par son architecture. Et beaucoup des fantasmes qui sont exprimés dans cet ouvrage ont pour signifiant de grands aspects de la société italienne. Donc, je souhaitais depuis longtemps avoir ce lecteur italien, mais le bizarre de ce livre, c'est que son éditeur, Skira, avait interdit sa traduction, ou plutôt la publication d'une traduction de ce texte dans d'autres langues, si bien que la traduction italienne qui existait en manuscrit depuis de longues années n'a pu paraître que l'an dernier. Et c'est pourquoi c'est à partir de cette sorte de frustration que j'ai pu dire dans la postface que mon éditeur souhaitait qu'enfin j'avais la possibilité d'établir une conversation avec quelques Italiens. Alors la collection où paraît le livre s'intitule Poésie, Or l'arrière-pays est un récit,
Et malgré tout, il est publié dans une collection de poésie. Là, c'est une question... Vous me le faites remarquer. Vous me le faites remarquer, mais c'est aussi pour moi que ça n'existe pas, la distinction entre poésie et prose. Il y a une prose qui est totalement inspirée par le projet poétique. De même, d'ailleurs, il y a des expressions supposées poétiques, c'est-à-dire qui prennent l'apparence sur la page du vers et qui tombent désespérément hors de ce grand souci. Mais ce récit, c'est l'amorce de ce que vous avez appelé les récits en rêve, Oui. Qui sont des textes de prose et qui, à certains moments, donnent l'impression d'avoir pris le pas sur l'écriture des poèmes. Oh, si j'étais l'auteur d'une anthologie de la poésie française ou européenne, je n'hésiterais pas à placer sur le même plan des auteurs de poèmes au sens classique du mot et des auteurs de prose. Je ferais figurer Jean-Jacques Rousseau, bien sûr Maurice de Guérin, Nerval dans ses récits, à côté des plus grands poètes de la langue. Et au même plan, Sylvie, chez Nerval, est pour moi un poème. Mais il y a en même temps, là, une tendance narrative, on va dire. Mais tout poème contient une fiction. Même le sonnet le plus resserré sur ses 14 vers, si vous plongez dans son origine, dans le poète, vous trouverez une fiction. Et du coup, l'opposition entre récit et poème s'atténue. Oui. Et d'ailleurs, on apprend à la lecture de l'arrière-pays que du mouvement et de l'immobilité de Douve, qu'on considère généralement comme votre premier livre, qui est un livre de poèmes, a été en fait précédé par et suivi par des récits. Oui, beaucoup des poèmes de ce livre sont nés de la désagrégation de récits en prose. Et en retour, d'ailleurs, les poèmes de ce livre ont suscité pour moi des fragments qui sont de la prose en apparence, qui d'ailleurs figurent dans ce livre-là ou figureront dans d'autres. L'écriture est perpétuellement agrégation et désagrégation, diastole et systole. Et la prose est faite pour devenir poème, si je peux dire. Le livre paraît en 72, donc à un tournant, pas seulement pour des raisons tenant aux circonstances de la vie, encore que là, elles soient majeures, puisque 1972, c'est la naissance d'un enfant, et c'est aussi la mort de votre mère, mais peut-être aussi parce que l'orientation rétrospective que prennent vos textes, leur tournure plus réflexive, marque également une sorte de rupture par rapport au texte précédent. Oui, il est très difficile d'apprécier ce qui se passe dans l'économie d'une existence. Vous mettez en relation ce livre avec des événements, certes, fondamentaux dans ma vie, et en même temps, je sais aussi que c'est un livre que j'ai écrit parce qu'on m'avait proposé une sorte de place dans cette collection des écrivains les sentiers de la création, si bien que si on ne me l'avait pas proposé, le livre n'aurait probablement pas existé. Ce n'est pas dans ces années-là que j'aurais été induit à l'écrire, à concentrer ma réflexion dans cet espace. Alors, est-ce que ce ne sont que des hasards, ou est-ce que derrière les hasards joue quelque chose de plus essentiel ? Je ne sais pas.
J'ai constaté très souvent à travers la vie que, en fait, c'est vraiment comme s'il n'y avait pas de hasard. On m'a proposé par hasard de traduire Shakespeare et en même temps ça convenait tout à fait à ce moment-là dans ma vie, et ainsi de suite. Et là, il y a une jonction entre la part intellectuelle, disons, et la part sensible. Oui. Le hasard joue son rôle en ce sens qu'il vous propose quelque chose. La nécessité intérieure joue son rôle en ceci qu'elle nous permet d'assumer ce hasard, de l'accepter. J'aurais fort bien pu dire non, je ne veux pas écrire cette sorte de livre. En fait, je l'ai fait. Et c'est donc de cette façon-là que l'extérieur et l'intérieur se retrouvent. Et on perd sa vie si on n'est pas en mesure de saisir ces occasions, disons. C'est-à-dire que ce livre vous a permis de vous lire vous-même. Oui, c'est cela. C'est cela. Ça m'a permis de me découvrir moi-même. Et de faire se rencontrer, coexister des forces ou des réalités qui peuvent passer pour antagonistes. Par exemple, un ici et un ailleurs. Il n'y a pas d'antagonisme dans la pensée, mais dans l'existence vécue. Et c'est précisément dans la dialectique des obligations que nous avons devant nous-mêmes au sein du vécu, d'une part, et d'autre part, du libre jeu de l'imagination que se situe l'exploration littéraire. On cherche en avant de soi, et puis on rabat ce qu'on a aperçu sur les nécessités de la vie. Donc on se trouve toujours plus ou moins à un carrefour, comme celui par lequel s'ouvre l'arrière-pays. À chaque instant, on est à un carrefour. Oui. Exister, écrivez-vous au début, mais autrement qu'à la surface des choses, au tournant des routes, dans le hasard. En quoi renvoie-t-il l'arrière-pays à une réalité dont vous avez fait l'expérience? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est situé quelque part? L'arrière-pays, comme je le dis d'un bout à l'autre du livre, est une représentation mentale qui existe en vous dans la mesure où elle vous détermine dans bien des situations de l'existence, mais qui ne correspond évidemment pas à une réalité géographique ou historique particulière. Oui, mais vous dites quand même qu'il est peut-être situable. Pratiquement. Quand on considère ses propres imaginations, ses propres goûts, etc., on sent bien que notre rêverie d'arrière-pays se porte dans une direction plutôt que dans une autre. Et c'est pour cela, et comme cela, que je dis que l'arrière-pays, oui, est plus ou moins situable pour moi. Et je dis dans quelle région du monde cela se situe. C'est même une aire géographique assez large. Je ne suis pas en train de prétendre que le concept d'arrière-pays devrait nécessairement conduire à ces régions-là de la Terre. Oui. Quelqu'un d'autre peut les placer ailleurs. Et je l'ai retrouvé, comme je dis quelque part dans le livre, même dans des banlieues industrielles de Pennsylvanie. Et quelquefois, on le trouve ailleurs que dans la géographie. Hein. Oui, bien sûr. Par exemple, je lis l'air de l'arrière-pays, c'est l'orgueil, mais aussi l'insatisfaction, l'espoir, la crédulité, le départ, la fièvre toujours prochaine. Et ce n'est pas la sagesse, mais peut-être, qui sait, mieux que cela. Et je pense à cette sagesse dont il est question dans la postface à l'édition italienne du livre, qui est ce qui sait se défaire des réclamations du rêve sans pour autant refuser au désir qui avait nourri celui-ci son affection et son adhésion. Oui, tout à l'heure nous disions que la poésie c'était le ressaisissement par lequel les rêves, les mirages de la mélancolie sont donc dépassés. Dans ces conditions, nous avons là la tâche
d'une sagesse. Mais cette sagesse ne doit pas oublier qu'elle ne peut pas vraiment transgresser ce qu'elle refuse. Et qu'est-ce que j'appelais mieux qu'une sagesse? Eh bien, savoir que on a beau tenter d'incarner notre rêve, nous lui céderons toujours, et accepter cette situation. Accepter d'être à la fois celui qui condamne les images et celui qui les aime. Vivre dans l'entre-deux de cette grande réquisition qui nous est faite, et accepter cet entre-deux comme le lieu où nous pouvons peut-être vivre de la façon la plus salubre notre rapport avec les autres êtres, car c'est un principe de tolérance. Il y a une figure centrale dans l'arrière-pays, c'est Nicolas Poussin. Oui, c'est mon père spirituel, peut-être pourrais-je dire. À travers la vie, on éprouve souvent la carence de la figure paternelle. On a besoin que soit concentrée quelque part une responsabilité de laquelle on peut ressentir le sérieux et auprès de laquelle on peut venir puiser le sentiment de la responsabilité que soi-même on doit assumer devant d'autres. Poussin m'a, disons, séduit de ce point de vue. Alors j'ai pas cité tous les textes, tous les livres dans l'actualité, Yves Bonnefoy, quelques-uns seulement, mais c'est vrai que vous travaillez beaucoup, donc j'ai du mal à suivre. Nombreux sont les textes publiés, nombreux sont aussi les projets qu'on vous prête ici ou là, et je me demande ce qui vous donne cette pêche, ce souffle qui fait que les braises ne s'éteignent pas, que le feu prend et reprend toujours. Bon, je n'ai pas l'impression de déployer une énergie particulière. Je cède à mes curiosités. La curiosité fondamentale étant de comprendre ce que la poésie peut être, soit dans son essence, soit dans ses formes secondes. Et bien, cela appelle. On a besoin d'y répondre. Oui, mais quand même, vous ne cessez d'écrire des préfaces, des conférences, des études, des entretiens à un rythme très soutenu. Il faut certainement que c'est ce que je suis en train de faire, que je mette de côté cette activité de prose et de prose de réflexion, afin de redonner la place centrale à l'écriture poétique comme telle, avec son inconnu très accaparant dès qu'on s'y prête. Je le sens qui réclame cet inconnu, et donc je voudrais maintenant changer en quelque sorte de table de travail. Mais c'est toujours la même recherche d'une plénitude et de donner aux mots leur intensité, leur éclat. Il n'y a qu'une seule recherche. La réflexion critique est une façon de comprendre comment la poésie s'est déterminée ou trouvée chez les autres. Elle collabore donc, cette réflexion critique, à ce que l'on peut essayer de fournir de substances poétiques nouvelles au seuil de notre avenir.
commun. Quelques-uns des livres évoqués dans l'entretien avec Yves Bonnefoy que nous venons d'entendre, un Goya à paraître chez William Blake & Co, L'arrière-pays, réédition dans la collection Poésie Gallimard, Yves Bonnefoy à l'horizon du surréalisme d'Arnaud Books chez Galilée, Yves Bonnefoy Lumière et nuit des images sous la direction de Muriel Gangbin chez Champvallon, Yves Bonnefoy par Patrick Ney aux éditions de l'Association pour la diffusion de la pensée française du ministère des Affaires étrangères. Surpris par la nuit, Simone Ronget, Pierre Villers, Didier Pinault, Alain Weinstein. C'était une émission diffusée la première fois en décembre 2005. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'ennuie. Je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? J'ai parfois, malgré moi, des craintes fortes. Même un soir, sans te voir, je me désole. Tu reviens et soudain, plus de tristesse, car tu sais l'effacer d'une caresse. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre. Quand je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? Les projets que je fais presque sans trêve, les beaux soirs où l'espoir berce mon rêve,
nos moments si charmants bien loin du monde. C'est à toi que je dois ces joies profondes. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre. Quand je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre.